Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode des podcasts de Sun Green Energy. Aujourd'hui, nous allons parler vente, pas les méthodes de vente agressives, pas les méthodes de manipulation, mais comprendre pourquoi un client dit oui ou non et savoir comment est-ce qu'on peut identifier certains profils de clients. Aujourd'hui, Émilie va nous parler d'une méthode qu'elle utilise au quotidien, à savoir le son casse. Bonjour Émilie, Bonjour Maxime, bienvenue dans ce troisième épisode déjà sur la chaîne Sun Green Energy. je me sens quasiment chez moi, hein. Étonnant. Du coup, aujourd'hui, on va parler, effectivement du son casse. Ouais. Est-ce que tu peux déjà, en introduction, nous dire en deux trois phrases, maximum, ce que c'est? Alors c'est une méthode toute simple en fait pour, répertorier les clients en fonction de leur tendance dominante. C'est-à-dire toi, comme moi, comme n'importe qui, on va avoir des choses qui vont nous faire réagir plus ou moins. Il s'agit donc, d'identifier le client dans la bonne catégorie pour pouvoir lui servir, les arguments qui vont faire mouche par rapport à son attente. Vendre dans la rénovation énergétique, à l'heure actuelle, c'est quoi la difficulté principale selon toi? La difficulté de notre métier, c'est d'arriver à mettre en corrélation, en fait, le réel besoin du client face à ce que tu as à vendre. La singularité, c'est qu'aujourd'hui, dans le BTP, tu as beaucoup d'entreprises qui vont être mono-activité. Donc, ils vont vendre ce qu'ils ont à vendre. Tu es dans une entreprise, tu tombes avec un commercial ou un conseiller qui va faire de la pompe à chaleur, il va te proposer de la pompe à chaleur. Celui qui fait de l'isolation, pareil. Et tu as très peu d'entreprises qui sont assez généralistes pour pouvoir aller faire comme on le fait nous. D'abord, un diagnostic global, hein, un check-up pour aller cibler, ce qui répond à un vrai besoin et ce qui est complètement différent de ce qu'on a à vendre, en fait. Est-ce que c'est un achat émotionnel ou plutôt rationnel, la rénovation énergétique? Alors j'ai envie de te dire le moins émotionnel possible parce que le but est quand même d'aller, couvrir un besoin ou de déceler un besoin et d'y répondre de façon très concrète et factuelle. Ça peut être parfois de l'achat d'impulsion selon certains profils. Est-ce que, avant de te lancer dans le commerce et dans la rénovation énergétique, Mmh. tu as eu une formation commerciale spécifique ou tu as appris un peu tout sur le tas? Alors en fait, moi j'ai un parcours commercial qui est assez long, hein, de mes études jusqu'aux différentes entreprises que j'ai faites, enfin dans lesquelles j'ai travaillé avant, d'être dans ce milieu-là. Donc des formations, j'ai eu la chance d'en avoir plusieurs et ce qui m'a permis un petit peu de me créer un éventail de différentes, méthodologies, de différentes approches pour arriver à finalement en extraire celle qui me convient le mieux. Voilà. Et ça passe par de la pure méthode de vente à, de ce qu'on appelle la communication non verbale et à être sur des choses qui vont relever plus de l'attitude et du comportement, en fait. À quel moment est-ce que tu as, réalisé que tous les clients ne fonctionnaient pas de la même façon? Est-ce que tu le savais déjà pendant ta formation ou est-ce que c'est Ouais. vraiment sur le terrain que tu t'es rendu compte de la réalité de la chose? En fait, tu as une intuition de base qui te dit que tout le monde, on se connaît tous, on est tous différents et on entre guillemets, «on est stimulé par des choses différentes». Mais ça a d'autant plus pris, corps, en tout cas, avec cette explication, qu'est la méthode du son casque, qui est, vieille comme le monde et qui est pourtant terriblement d'actualité si on veut bien se donner la peine de la mettre en pratique. Et donc, cette, méthode-là, tu l'as apprise, pendant tes études, Mmh. pendant ta formation en Ouais, commerce? pendant les études, oui. Et alors dans ton secteur spécifiquement, est-ce que tu retrouves tous les profils, représentés, dans le son case? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tu as plutôt 3 ou 4 tendances dominantes et après tu as ce qu'on appelle des sous-tendances ou des sous-catégories. Il est très, très rare en fait de trouver certaines, catégories en dominantes sur l'échelle de la population. C'est comme la couleur des yeux si tu veux. Tu vas avoir beaucoup d'yeux marrons, un peu de bleu, puis un petit peu de vert, très, très peu même et beh là, c'est la même chose. Tu vas retrouver beaucoup de gens qui vont être sécurité, confort, argent et orgueil. Ces 4 là, grosso modo, tu les trouves assez régulièrement. Quelqu'un qui va être, nouveauté ou écologie en tendance, principale, là, faut s'accrocher, c'est quand même beaucoup plus rare. Alors ce que je te propose, c'est qu'on détaille Mmh, justement, toutes les catégories, du son case. ouais, bien sûr. Du coup, bah, on va commencer par le 1er S du son case, Ouais, qui est, la sécurité. tout à fait. Le client sécurité du coup dans ton métier, à quoi est-ce qu'il ressemble? Alors le client sécurité dans mon métier comme ailleurs, hein, c'est, quelqu'un qui va avoir des peurs,
clairement. C'est quelqu'un qui a des peurs qui sont identifiées et qui a besoin d'être rassuré. Donc c'est quelqu'un qui va avoir besoin de garanties, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de SAV, c'est quelqu'un qui va avoir besoin qu'on le sécurise au niveau de son achat, qu'il ait affaire à une société qui a pignon sur rue. Tu vois? Tous ces éléments qui font que, dans son acte d'achat, ça va le rassurer sur le fait de faire le bon choix. Voilà. Je suppose qu'aussi, le fait que la société soit plus ancienne qu'une Ouais, la autre, pérennité, tout mmh, à fait. Tout ça, c'est des éléments qui peuvent rassurer quelqu'un qui est sécurité. Mais avant toute chose, c'est quelqu'un qui va aller sur des marques qui sont connues, sur des garanties qui sont longues, sur le fait que toi, tu as un interlocuteur, que tu es un professionnel, que tu es installé depuis longtemps et surtout que tu as du SAV, que tu peux répondre dans un délai qui est celui, raisonnable, on va dire. du coup, si moi demain, je viens te voir, je fais appel à ta société, bon ben, voilà, je me sens pas à l'aise avec ces nouveaux produits, j'entends plein de choses, des départs d'incendie sur, des systèmes qu'on vient d'installer, Mmh. des problèmes de garantie, pas prise en charge, des sociétés qui ferment et cetera. Comment est-ce que toi tu me rassures par rapport à ces choses-là? Alors déjà, il y a plusieurs choses, mais dans l'hypothèse où tu aurais un investissement, par exemple, sur de la pompe à chaleur, je vais te rassurer sur le fait qu'on travaille avec les leaders du marché, qui sont les marques japonaises Daikin, Hitachi. Je vais te rassurer sur le fait qu'on est station technique pour l'ensemble de ces marques, que nos techniciens sont formés, quasiment annuellement au suivi, à l'évolution des machines. Je vais t'expliquer aussi qu'aujourd'hui, ces nouvelles technologies sont pilotables à distance. C'est-à-dire qu'à la moindre panne, on est capable à distance de regarder ta machine et de voir ce qui se passe. Et donc de pouvoir intervenir de façon très fiable et très rapide. Qu'on a 20 ans d'existence, qu'on est RGE, et cetera, et cetera, et cetera. Voilà, tout ce genre d'arguments-là. Donc tu t'appuies aussi bien sur des arguments liés à ta société en tant que Bien sûr, structure, qu'à des arguments, liés, au matériel, de façon exactement. intrinsèque. Oui, tout à fait. OK. Mmh. Ton argument massue pour un client sécuritaire, ce serait quoi? Je vais te dire, ça dépend de la localisation de ses angoisses. Quelqu'un qui est sécurité, il a des peurs, comme je te l'ai dit, c'est la base, mais il n'a pas forcément des peurs qui sont du même niveau sur tout. Il va avoir peut-être des peurs de se retrouver planté parce que, dans son vécu, il a eu une mauvaise expérience avec une société qui a disparu et donc là, c'est plutôt l'argument société, antériorité, solidité qui va être important. Après, il a peut-être acheté du mauvais matériel sur lequel il a investi sur des réparations, des choses comme ça. Là, c'est peut-être là encore, c'est à la façon dont tu découvres ton client qui est de loin l'étape la plus cruciale et la plus importante, celle dans laquelle, c'est pas l'objet de ce qu'on parle aujourd'hui, mais c'est vraiment intéressant de revenir là-dessus, c'est s'il y a une étape de la vente qui pour moi est la plus incontournable et la plus essentielle, c'est la phase de découverte. Parce que c'est celle où finalement tu vas chercher tes petits cailloux comme le petit pousset et qui te permettent après d'atteindre ton objectif et de suivre ta route. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Auquel cas, ce sera potentiellement, si vous voulez qu'on en discute dans un prochain épisode, potentiellement faire un épisode complet sur le plan de vente, voir comment est-ce Ah, qu'on il y a des choses analyse, à dire, hein, c'est sûr, hein, j'imagine bien. On passe au deuxième profil? si tu Donc, veux. après le S, le O, Oui, donc le client orgueil. Est-ce oui. que c'est un client que tu retrouves beaucoup? Est-ce que tu en as beaucoup dans la rénovation Oui, oh énergétique? là là! Le client orgueilleux, tu le retrouves souvent. Sans vouloir faire de généralité ni de se mettre de personnes à dos, c'est souvent des CSP+. Très souvent, des gens qui ont fait des études, des gens à qui on a l'habitude de donner, entre guillemets, une aura de par leur profession et je n'irai pas citer de profession, mais des gens qui ont plutôt l'habitude d'être les conseilleurs, tu vois? Et donc c'est des gens qui sont forcément un peu sur la retenue, un peu sur la méfiance et sur lesquels effectivement, il y a une valorisation à faire. Alors pas, vous êtes le plus beau, vous êtes tu vois? C'est à faire avec intelligence parce qu'encore une fois, un profil orgueilleux n'est pas forcément un profil, de personne difficile à gérer. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas faire l'amalgame avec ça, même si parfois ça peut être rigolo. Mais la plupart des gens qui ont une dominante orgueilleuse viennent du fait que ce sont des gens qui ont l'habitude de prendre des décisions, qui ont souvent des responsabilités, donc des gens qui ont cette habitude-là. Typiquement, je sais potentiellement qu'effectivement, pendant un rendez-vous, tu as quelqu'un qui va vouloir prendre le lead par rapport à Exactement. est-ce que c'est ce genre de profil-là Ça qu'on peut. peut identifier? Ça peut être ce type d'attitude parce que c'est des gens qui vivent le leadership au quotidien, donc pour eux, c'est naturel. C'est pas qu'ils cherchent à le prendre sur toi, c'est que naturellement, ça se met en place. Après, ça peut être aussi, dans la façon de s'exprimer ou, dans la façon d'expliquer, ou de te recevoir, la façon de te poser des questions, peut-être de vouloir aller, directement à l'essentiel en se disant: «Bon, c'est bon, je connais, donc c'est combien?» Tu vois? C'est
un peu ce genre d'attitude. Et du coup, comment tu le traites? Est-ce que tu vas dans son sens en mettons que moi j'en sois un, je lui dis: «Bon, bah, c'est bon, enfin, m'expliquez pas comment fonctionne, par exemple, le photovoltaïque, je sais très bien comment ça marche, par contre, c'est combien?» Est-ce que tu vas directement aller dans son sens ou tu vas prendre du recul et traiter le client et le rendez-vous comme tu aurais traité n'importe quel autre, Alors, la bonne façon de le traiter, enfin en tout cas selon moi, c'est, justement, d'accompagner. On n'est pas là pour faire du combat de coq, tu vois? Parce que ça marche jamais en fait quand tu veux aller en frontal avec quelqu'un, tu es tout sauf dans le dialogue, tout sauf dans le partage. Donc le but est d'essayer d'identifier un petit peu justement quelles sont ses connaissances. Moi, quelqu'un qui me dit: «Bah, ne m'expliquez pas comment ça marche, je sais», bah, je dis: «Bah, super, alors du coup, dites-moi ce que vous savez, je vais voir si ça correspond avec un peu, ce que je pourrais vous en dire et si vous êtes OK là-dessus, on zappe». Parce qu'il y a quand même des particularités dans ce que j'ai à vous expliquer qui passent par un minima de compréhension de certaines choses et surtout la possibilité de pouvoir faire des comparaisons. Voilà. Donc je le vexe pas en lui disant: «Attends, je vais t'apprendre la vie», parce qu'il y a des gens qui sont tout à fait renseignés, il y a pas de souci avec ça. Mais on a quand même une singularité dans ce qu'on explique qui mérite quand même d'être sûr que les prérequis sont là, en fait. Comment est-ce que tu fais, basculer ce client-là? Alors ce client-là, il est facile à convaincre à partir du moment où tu coches les cases qui sont ses attendus. C'est-à-dire si tu lui mets en face de sa demande un produit qui est cohérent, qui correspond encore une fois à ce que lui en attend et que tu lui démontres que c'est un achat qui est utile, raisonnable et complètement factuel dans son schéma, il y a pas de raison. C'est pas quelqu'un de plus difficile à convaincre qu'un autre, il faut juste répondre sur le même tempo, en fait. Ils sont même capables de prendre des décisions beaucoup plus vite, de moins tergiverser. Parce que eux, leur modus operandi fait que ils ont besoin, eux, d'être convaincus que c'est le bon choix, pour tout un tas de raisons. Là, encore une fois, ça peut être lié au produit, ça peut être lié à la société. C'est un peu comme toutes les autres critères. Il faut juste répondre un petit peu à ce qui est leur attendu. Mais c'est des gens qui sont capables de se décider très vite en plus, hein, OK. parce qu'ils sont pas forcément dans la concurrence. Déjà, si tu es chez eux, c'est qu'au préalable, Ils ont ils fait ont déjà l'étude. validé le fait que c'était crédible que tu sois là. Mmh. Donc quelque part, moi, c'est plutôt des profils que j'aime bien. D'accord. Nouveauté? Ah alors voilà, typiquement un profil qui est ultra rare. Quelqu'un qui va être nouveauté je vais dire en caractéristique dominante, c'est archi rare. C'est des gens qui sont très recherchés d'ailleurs. C'est ce que j'allais te demander, vu que c'est un secteur qui évolue un peu en permanence, Mmh. est-ce que c'est une aubaine ou est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est un risque? Non, je le dirais pas comme ça, mais des gens qui fonctionnent aujourd'hui de cette manière-là sont des gens qui sont déjà clairement identifiés par un paquet de très, très grandes entreprises. Apple et tout ça sont les premiers à avoir identifié ces profils-là parmi leurs utilisateurs et c'est souvent à eux qu'ils font faire des born tests, en fait. Parce que c'est des gens, qui sont motivés par le fait d'avoir envie de connaître ce qu'il y a de mieux en dernier, en fait. Le dernier ci, le dernier là, d'avoir les technologies les plus abouties, d'avoir, les produits avec les applis les plus dingues. Enfin voilà, c'est des gens qui sont toujours à la veille concurrentielle de tout ce qui peut se passer de nouveau, comme le nom l'indique. Et comment ça se traduit, toi, au quotidien? Est-ce que tu as des clients qui vont te demander, j'en sais rien, je sais que maintenant on parle de tuiles solaires et cetera. Est-ce que tu en as qui Voilà, vont te demander des technologies qui sont même pas encore, c'est ça. à l'heure sur le marché et proposées aux particuliers? Ou est-ce qu'effectivement, tu vas te retrouver avec, des profils nouveautés qui sont très satisfaits du fait que tu utilises potentiellement les dernières technologies, déjà sur le marché? Alors c'est déjà des profils qui sont assez rock'n'roll quand même. Moi c'est des rendez-vous comme ça, je peux pas t'en parler de beaucoup parce que encore une fois, c'est des profils qui sont assez rares et et pour ma part, j'ai dû en voir 2 dans ma vie. Mais c'est des gens qui ont parfois des idées, c'est un peu des géotrouve-tout, tu vois? Aussi, ils ont ils ont des idées de trucs, qui sont parfois, assez scotchantes ou assez innovantes. Ils sont même peut-être même en avance par rapport à la technologie. Pourquoi on pourrait pas faire ci? Pourquoi on pourrait pas faire ça? Cela dit, effectivement, quand tu as des demandes de produits comme les tuiles solaires, par exemple, qui sont aujourd'hui à la genèse de leur existence, oui, clairement, c'est des gens qui regardent ce genre de choses.
qui sortent un petit peu des lieux communs et qui veulent toujours essayer d'aller un petit peu plus loin. Mais c'est aussi des gens, qui peuvent dormir dans la rue, 24 heures, devant la Fnac ou un truc comme ça, parce que le lendemain, il y a un truc qui va sortir et qui va être les premiers à passer la porte, tu vois? Et toutes ces enseignes-là connaissent ces gens-là déjà. Mais dans la rénovation énergétique, c'est pas ceux que tu retrouves, le C'est plus, à c'est l'heure actuelle. c'est c'est rare, mais c'est rare parce que c'est rare au global. Mmh. Il y a pas que dans notre activité. Le profil confort. Ah ouais, Donc on a fait le S, le O, le N, on arrive au C. Donc le confort, ça aussi, c'est une dominante qui est relativement fréquente. qu'est-ce qui le motive vraiment? Est-ce que c'est le fait de faire des économies ou le fait de ne plus avoir à se poser la question, de si ses factures augmentent ou pas? Ah, le confort, c'est un truc chouette parce que le profil confort, excuse-moi l'expression, mais c'est celui qui veut pas s'emmerder. C'est celui qui veut que ce soit simple. C'est celui qui veut que ça se fasse tout seul. C'est celui qui tu lui dis: «C'est clé en main», il a les yeux qui brillent. Voilà, clairement. Lui, il va pas t'embêter sur beaucoup de choses. Par contre, il va pas vouloir faire. Donc il faut lui apporter tout, que ce soit simple, qu'il ait compris et que ça lui aille bien, comme ça. Comment est-ce que tu fais en sorte qu'il achète un projet, sans l'assommer avec des chiffres dans tous les sens et cetera? Oui, parce qu'il n'y est pas sensible. C'est pas son truc. Lui, ce qui va le rassurer, c'est que quand tu pars de chez lui, il ait ce qu'il veuille, qu'il ait pas de souci à gérer par rapport à comment payer, pourquoi et combien, et surtout que ce soit quelque chose qui soit sans problème. Ça peut et c'est souvent confondu avec quelqu'un de sécurité et pour autant, il y a une réelle différence. Ça ne se traite pas de la même manière. Ça peut se ressembler, mais c'est pas du tout le cas. Le confort, il a pas peur, il veut juste pas s'emmerder. Donc il faut le traiter avec beaucoup de: «On fait pour vous, on est là pour vous, c'est du clé en main, vous avez rien à faire, tu s'occupes de rien, je s'occupe de tout». Tu vois? En gros, c'est un peu ça. Et du coup, je suppose que c'est l'un des profils les plus faciles à traiter pour toi, dans le sens où, vu que la société fait un peu tout pour le client, tu as déjà tout l'argumentaire Alors qui est établi. effectivement, là, on coche toutes les cases. Mais, c'est pas plus simple pour autant parce qu'on n'est pas les seuls et puis à côté de ça, il faut pas oublier non plus que c'est pas parce qu'on est dans le bon profil qu'ils disent oui tout le temps, hein. Il faut quand même aussi, faire le job, quoi. Il faut vendre le produit quand même, hein. Argent, Ah, mais alors ça aussi, c'est très fréquent. donc SON, C, A, le A de argent. Ouais, Est-ce qu'il est plus difficile à convaincre, que d'autres, types de ouais, profils? clairement. Clairement, il est plus difficile à convaincre parce que, l'erreur vient du vendeur. Le vendeur fait une confusion qui, pour moi, est dramatique, pense que quelqu'un qui est argent, c'est quelqu'un qui est radin. C'est faux, mais c'est faux. Quelqu'un qui est argent, c'est quelqu'un qui veut savoir ce que son investissement lui rapporte et qui a besoin d'avoir toujours une balance gagnant-gagnant entre ce que ça coûte et ce que ça donne. C'est quelqu'un qui a un rapport au ROI qui est, qui est exacerbé. Mais à côté de ça, ça ne veut pas dire qu'il va aller au moins cher. Mais par contre, ce qu'il met en plus par rapport à un devis lambda, par exemple, il va vouloir que ce soit justifié, expliqué et décortiqué. Mais moi, ça, c'est des profils que j'adore parce que c'est difficile, mais c'est bougrement intéressant. Et justement, quand tu parles de ROI, donc le retour sur investissement, Ouais. sur un projet, je suppose que tu lui parles aussi d'aide, d'économie sur la facture et cetera. Dans quel ordre est-ce que tu abordes ces sujets-là? Alors, techniquement, ça dépend du produit parce que tu as pas des aides sur tous les produits. Maintenant, ce qu'il faut, c'est toujours faire la balance en disant: «Voilà ce que ça coûte et voilà ce que ça donne». Et ensuite, il faut être capable d'aller loin avec lui, donc il faut être fort à la fois sur les devis qu'il y a à côté et essayer d'être dans la transparence avec lui en disant: «Écoutez, moi les prix ça m'intéresse pas, mais montrez-moi le matériel quand même, qu'on puisse comparer des choses comparables». Parce que c'est une erreur classique chez tous les vendeurs. Ils arrivent en te disant: «Ah mais oui, mais il a une offre qui est beaucoup moins chère que nous». «Ah d'accord, OK et donc c'est combien?» «Bah je sais pas». «Ah et c'est quoi comme matériel?» «Beh je sais pas, il a pas voulu me le dire». «Ah, très bien». Et je caricature, ils parlent pas tous comme ça. Mais du coup, c'est très compliqué et c'est là où tu te rends compte que ça demande, un traitement qui est plus pointu et plus approfondi. De se dire:
on va regarder ensemble, on passe un bon moment, on se fait confiance. Vous voulez que je fasse un pas vers vous en termes de tarification parce que j'ai bien compris et on ne dit jamais c'est cher parce qu'on n'amplifie pas une objection en la répétant, mais en reformulant de façon positive, je comprends bien, vous êtes attaché au budget et c'est bien, vous avez raison. Il doit savoir, pour vulgariser, il doit savoir ce qu'il y a à bouffer dans sa gamelle. Voilà. Tu lui dis, si c'est 5 000, c'est 5 000, si c'est 10 000, c'est 10 000, mais qu'est-ce qu'il y a dans ma gamelle pour 10 000 balles? Et bien ça, il faut être capable de le décortiquer et de faire la balance par rapport à ce qu'il peut avoir en face pour justement lui dire, attendez, c'est ça, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et ça se valorise, tu vois? Du coup, si j'analyse ce que tu dis, en fait, le piège, à éviter, c'est de croire que sous prétexte qu'il a un rapport à l'argent plus important que les autres, Ouais, profils, il partirait sur le projet le moins cher sous ouais. prétexte qu'il est moins cher. En fait, c'est Mais pas forcément le cas. Mais c'est sûr que non même. Mais c'est sûr que non. Ce que je te disais tout à l'heure, quelqu'un qui a argent n'est pas radin, ne cherche pas à payer le moins, il veut payer juste. Il veut un rapport qualité-prix au top. Clairement, quelqu'un qui va être argent va vouloir savoir, en fonction de ce qu'il investit, ce qu'il y a de plus par rapport aux autres. C'est-à-dire que tu vas avoir un devis, je ne sais pas, n'importe quoi, à 10 000, à 12 000, à 15 000. Eh bien, s'il veut choisir le tien, qui est celui de 15 par exemple, pour prendre le plus haut, heu, eh bien, il faut que tu lui vendes les 50 de plus que celui de 10 000 et que tu lui expliques pourquoi c'est justifié et quelle est la différence entre les 2. Parce que là, effectivement, pour payer 50 de plus, il y a intérêt d'avoir une sacrée différence. Parce que s'il y en a pas et que, comme beaucoup de vendeurs, tu dis: «Ils sont moins chers que nous». D'accord, ils sont moins chers que nous, mais c'est-à-dire? Eh bien, 5 000. OK, c'est beaucoup déjà. Mais donc, c'est quoi comme matériel? Et tu vas chercher les différences, que ce soit sur les performances, que ce soit sur le taux de couverture, parce que on peut être moins cher, mais avec une mauvaise puissance. Par exemple, si on parle de pompe à chaleur, c'est très facile de sous-dimensionner. Ah bah oui, tu es moins cher. Oui, mais ça marche pas par contre, ou ça marche mal. Ou alors, bah, ça va marcher, mais ça va tourner tout le temps. Donc, tu as ton rapport à la conso élec, qui ne se voit pas tout de suite, mais que tu manges derrière de fou, parce qu'au lieu de dépenser 1 000 ou 1 500 € pour une pompe à chaleur l'hiver, eh ben, tu vas dépenser 2 000 3 000 balles. Donc la différence d'électricité, tu vas vite le sentir passer. Et après, tu vas dire: «Ah, mais ouais, mais c'est pas économique votre truc». Ben, Il fallait bien dimensionner dès le départ. il fallait bien dimensionner dès le départ. Mais une fois que c'est posé, C'est un peu trop c'est tard. posé. Ben voilà. Le deuxième S, donc le profil, sympathie, Ouais. potentiellement le plus agréable, Ah oui, ça c'est sûr. mais pas pour autant le plus simple. Alors, pas pour autant le plus simple, beh, ça dépend des gens. Mais là encore, c'est comme le nouveauté, c'est archi rare. Quelqu'un qui va avoir cette dominante-là, c'est archi rare. Ça et la nouveauté, c'est souvent plutôt des dominantes secondaires. Tu vois, tu vas être confort et par exemple, nouveauté, ou tu peux être confort et sympathie. Tu vois? Il y a des sous-divisions. Mais que ce soit en dominante principale, c'est quand même archi rare. Pour autant, oui, c'est les gens qui vont t'acheter parce que tu es sympa. Et du coup, ils achètent plus, la personne Ah que oui. tu es plutôt que ce que Ah tu as à proposer? complètement, complètement. Il va t'acheter, toi. Il va t'acheter toi parce que tu as fait une belle presta, parce que tu leur es sympathique, parce que tu ressembles à leur petit-fils, parce que des trucs comme ça. Et c'est hyper dangereux parce que les gens qui sont comme ça sont entre guillemets «bien plus influençables» que, n'importe quel autre profil. Parce qu'ils ont un parti pris de confiance de départ qui est très élevé. Et du coup, potentiellement, ils sont influençables, mais dans le mauvais sens du terme. Enfin, tu Bah, peux ça leur vendre dépend un peu sur qui tu n'importe tombes, quoi. c'est toujours pareil, mais on va pas se mentir, dans notre métier, il y a un petit peu des conseillers, des commerciaux qui sont un peu parfois Border. voilà, on va dire le mot et du coup, ces gens-là sont entre guillemets «des proies faciles». Du coup, comment tu fais pour créer du lien avec, ce type de profil, sans que la pseudo-amitié qui se crée nuise à la vente? Alors ça nuit jamais à la vente, mais par contre, c'est vrai que, entre guillemets, tu le contrôles pas vraiment. Tu leur es sympathique ou tu l'es pas. On n'est pas tous pareils, je veux dire au premier abord, il y a des gens qui vont dire: «Oh, «Elle est vachement sympa» et puis d'autres vont dire: «Oh lui, laisse tomber», bon et ça, c'est un peu une histoire de chimie entre les gens, tu peux pas grand-chose et des gens comme ça sont hyper sensibles et développent, facilement ça, donc ça, tu peux pas tellement le contrôler. Par contre, tu peux avec beaucoup de bienveillance dans ton discours commercial, leur dire de se méfier.
leur dire de: «Faites attention quand même, il faut regarder ça c'est important» et moi j'aurais tendance avec des profils comme ça, c'est pareil, c'est archi rare, ça a dû m'arriver, j'ai un exemple en tête. Tu fais quand même, même si tu as le sentiment quelque part que ça sert à rien ou que ça a pas trop de portée, une réelle quand même, vente du produit et benchmark par rapport au reste pour leur dire: «Vous ne vous trompez pas à passer par nous» et tu refais un truc un peu large en fait, de toutes les, avantages de travailler avec toi et ce pourquoi, ton le choix de travailler avec toi est une meilleure décision qu'avec, n'importe quelle autre boîte, quoi. Moi, je vais beaucoup, avec eux, les rassurer sur les commentaires, par exemple, les notes Google et cetera. Je dis: «Soyez vigilants par rapport à ça, une entreprise qui a quand même une pas bonne note ou peu de notes, faut se méfier, attention à ça, attention» et puis là, tu vois, tu as tendance à en faire un peu des caisses, parce que tu es un peu quelque part mal à l'aise d'autant d'affection qui t'est donnée d'un seul coup, tu vois ce que je veux dire? Enfin, Mmh. l'affection, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais en fait, tu le ressens vite que ça le fait, que les gens te trouvent gentil, bon, être gentil, c'est pas un métier, tu vois? Ouais. Plus habitué à ce que les gens soient méfiants ou un peu Ouais, réticents sur, donc le c'est départ. désarmant, en fait, c'est désarmant. Je comprends. Eux, Ah, eux, c'est nouveau, parce qu'à l'époque de mes études, il y a quelque temps de ça, le E n'existait pas. Le E, c'est pour l'écologie ou tout à fait. l'environnement, ça dépend des écoles de vente. Les 2 sont possibles. Enfin, de toute façon, les 2 commencent par un E, donc c'est pas un souci. Mais c'est vraiment pour aller catégoriser les gens qui vont avoir une sensibilité, à l'écologie, à l'éco-responsabilité, à la vertuosité et cetera, qui va être un peu plus exacerbée que la moyenne. Mais là encore, c'est pareil, des gens comme ça, c'est rarissime. Nous, on en a plus dans notre métier du fait qu'évidemment, on est sur un marché qui a trait justement à l'écologie, à l'éco-responsabilité, aux renouvelables, et cetera. Mais là, c'est pareil. Alors, j'en ai vu quelques-uns, là, du coup, un peu plus parce que c'est le domaine qui veut ça, mais des gens qui vivent, dans des sites isolés, qui ont un puits, qui ont une éolienne, voilà, qui font des panneaux solaires, avec des batteries et des trucs, pour être autonomes et qui cherchent à avoir un impact environnemental le plus bas possible. Voilà, ça existe. Mais là, ça se traite, plus difficilement, j'ai envie de te dire, parce que c'est des gens qui ont des idées très arrêtées, et parfois un petit peu sectaires, sur, «Oui, mais ça, c'est polluant», «Oui, mais là, pour les faire venir, c'est des milliers d'heures de bateau», Oui, c'est vrai. Cela dit, si on avait la ressource en France pour faire la même chose, On le moi, ferait. je suis pas plus royaliste que le roi, je le ferais. Tu vois ce que je veux dire? Donc on va chercher aujourd'hui les produits et les technologies là où elles sont de pointe et là où elles sont les meilleures. Parce qu'on a toujours le souci de fournir à nos clients, la meilleure solution. On a fait le tour, de tous les profils, je Ouais, pense. enfin oui. En rendez-vous, pour revenir un peu, sur le sujet en globalité, à quel moment est-ce que tu identifies à quel type de profil appartient, telle ou telle personne? Le plus tôt possible, pendant la découverte, OK, tout de suite. Le but, moi c'est ce que j'explique à mes équipes, c'est d'aller identifier le plus tôt possible à qui on a affaire. Pour pas s'épuiser sur des arguments qui tombent à côté, ça revient au mec qui fait du tir à l'arc, qui tire à côté de la cible. Je veux dire, ça a aucun sens. Tu perds de l'énergie, tu perds de l'efficacité. Potentiellement, en face, les gens ne se sentent pas écoutés. En fait, c'est du moins par moins, tout le temps. Donc plus vite tu identifies, le profil auquel tu as accès, plus tu deviens précis et chirurgical dans ce que tu fais. c'est quoi la plus grosse erreur, du coup, que tu vois, en tant que conseiller, être Mmh. faite, par rapport, à l'identification des profils? De penser que tous les gens sont argent. Globalement, c'est l'erreur la plus courante, c'est de penser que, tous les gens sont argent et que dès qu'on leur parle de prix, c'est que c'est des gens qui sont argent. Pas du tout. C'est juste des gens qui ont des questions. Alors, il y a des questions par rapport au prix, des questions par rapport au matériel. Le prix, aujourd'hui, c'est un sujet, et c'est un bon sujet parce que, effectivement, il se dit un peu tout et n'importe quoi. On voit passer des prix dans tous les sens, surtout sur rien et donc plus ça n'a plus de valeur. Aujourd'hui, quelqu'un, ne sait pas combien coûte une pompe à chaleur. Il va avoir vu que c'est tant, il va avoir vu que c'est tant, il sait pas. Il sait pas. Les gens, ils ont des valeurs étalons aujourd'hui qui sont plus du tout rationnelles parce qu'on a des communications qui sont déjà trop abondantes, largement même, et puis avec des choses complètement délirantes. Est-ce que tu pourrais me donner, différence entre ce que t'apporte cette méthode
par rapport à quelqu'un qui n'utiliserait pas justement cette méthode d'identification des profils qu'il rencontre? Au global, moi j'ai un seul mot, c'est de l'efficacité. Aujourd'hui, travailler sans ça, ça n'a pas de sens. Ne pas le connaître, ne pas le maîtriser, ça n'a pas de sens. Ne pas se poser la question en rendez-vous de savoir à qui on a affaire, c'est déjà quelque part se tirer une balle dans le pied. Tu es là pour avoir un échange avec un prospect, le plus agréable possible, le plus intéressant possible. Moi, je me régale en clientèle de découvrir des gens, leur parcours, leur vie, c'est hyper enrichissant. Des fois, tu tombes sur des gens qui ont des parcours qui sont incroyables. Alors, ça dure des fois un peu longtemps parce que tu t'intéresses, tu discutes, mais de façon sincère et spontanée. Et si tu n'arrives pas à classer les gens dans leur catégorie, alors non seulement tu t'éloignes de ton objectif qui est forcément peut-être d'essayer de lui vendre quelque chose, mais en plus de ça, tu as un mauvais canal de communication. Naturellement, on le fait quand on apprend à connaître les gens, nos amis, notre famille, on sait comment ils fonctionnent. Il y a bien des sujets qu'on sait qu'il ne faut pas aborder, tu vois ce que je veux dire. Alors, c'est un exemple un peu extrême, mais voilà, communiquer au quotidien avec ta compagne ou avec tes parents, ou avec, tu sais comment faire, parce que tu sais ce qui les fait réagir, et tu n'as pas réfléchi, bon alors, comment est-ce que... Parce que ça se fait naturellement. Mais là, c'est la même chose. Après tout ce qu'on vient de dire, je te propose de te poser une question un peu dérangeante, entre guillemets. Est-ce que tu peux utiliser le son casse à mauvais escient? Est-ce que ça peut te permettre de manipuler certaines personnes sous prétexte qu'elles sont tel ou tel type de profil pour leur vendre quelque chose dont elles n'ont pas forcément besoin? C'est un outil. Comme tous les outils, si c'est mal utilisé, ça peut devenir une arme. Et si c'est une arme, effectivement, les gens peuvent s'en servir. Mais ouais, j'ai envie de te dire oui. Oui, effectivement, ça peut être utilisé de mauvais sens, peut-être. Alors, encore une fois, il y a des catégories qui seront plus facilement manipulables que d'autres. Mais globalement, oui, c'est comme tout. Tout mal utilisé peut continuer à être utilisé, mais bon, c'est pas le but, quoi. Non, et puis surtout, j'imagine que ça se répercute après sur potentiellement la notoriété de la société ou Oui, je pense. les avis qu'on peut avoir sur la... Oui, parce que les gens ont plus de facilité à communiquer sur du négatif que sur du positif. Mais non, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, je vais parler pour mon équipe, et c'est déjà beaucoup. J'ai pas de profil comme ça du tout, et c'est quand même assez rare de voir... Les vendeurs qui sont border sont souvent des gens qui mentent, parce qu'ils racontent n'importe quoi, parce qu'ils connaissent pas, ou qu'ils s'en foutent, ou qu'ils s'intéressent pas. Mais c'est rarement des gens qui utilisent ça. Tu vois, c'est fait autrement. C'est plus, on va essayer de leur filer des aides, leur filer des trucs qui n'existent pas, des remises comme ça. C'est l'impression que, comme tu achètes une cuisine, pardon, excusez-moi les cuisinistes, hein, mais voilà, tu pars, ça vaut 10 000, et puis à la fin de la foire, ça en vaut 3 700, et puis il faut que tu achètes tout de suite parce que c'est l'opportunité du jour, tu vois. Bon, ça, c'est des méthodes aujourd'hui qui sont connues et qui marchent encore, hein, pourtant, mais qui, je pense, n'ont plus vraiment de vocation, en tout cas à proprement parler dans notre métier, quoi. Aujourd'hui, tu peux pas partir d'une pompe à chaleur à 25 000 pour descendre à 12 en disant vous avez... non, ça marche pas, ça marche plus. Si jamais vous vous reconnaissez dans ce genre de pratique un peu frauduleuse... Ne venez pas chez nous. Alors non, c'est pas ce que j'allais dire. Mais si vous voulez témoigner en commentaire d'une situation dans laquelle vous vous reconnaissez, qui vous serait arrivée, n'hésitez pas à nous en faire part. C'est quand même intéressant d'avoir un retour par rapport à ça. Et puis si vous reconnaissez dans un de ces profils, dites-nous en commentaire comment est-ce que vous réagiriez en fonction de tel ou tel argument. Et puis si jamais des personnes qui regardent cette vidéo travaillent dans le commerce et seraient intéressées, pour justement discuter avec nous de ce sujet. N'hésitez pas à nous faire savoir, et puis même à l'occasion, ce serait peut-être, pourquoi pas, une possibilité d'entrer dans la société et un axe d'entrée dans la rénovation énergétique chez Sunven. Why not? Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, quelqu'un qui ne connaît pas ce métier-là, enfin qui ne connaît pas ce domaine-là, mais qui fait de la vente directe et qui a envie justement, et qui se retrouve par les valeurs qui sont celles de l'entreprise, etc., d'évoluer dans un domaine qui est nouveau, écoutez, avec plaisir, il est bienvenu, et on pourra déjà échanger là-dessus, parce que moi, je reste convaincue que c'est un beau métier, qu'on peut le faire avec déontologie, qu'on n'est pas là pour arnaquer les gens, et qu'il y a moyen de trouver une bonne balance où le client s'y retrouve, l'entreprise aussi, et on fait des produits de qualité. Voilà, tout ça ensemble, c'est tout à fait matchable, il n'y a pas de souci.
Je pense qu'on a fait à peu près le tour Ouais, je pense du aussi. sujet pour aujourd'hui. Merci encore d'avoir répondu à De mes rien. super questions. Ça fait plaisir. On se retrouve une prochaine fois pour un Ouais. prochain épisode. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et si jamais ça vous intéresse d'aborder tel ou tel sujet, dites-le nous en commentaire et puis on verra ce qu'on peut faire pour la suite. Passez une bonne journée.